Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Les gens tombent amoureux de la connaissance, enfants comme adultes, car bien sûr les parents et les enseignants partagent les plaisirs de leurs enfants. Il n'y a pas besoin de motivation secondaire, de notes, de prix, de classement ou autre. Les enfants travaillent avec joie pour l'amour pur de la connaissance. Cette citation est signée Charlotte Mason, une enseignante britannique qui a consacré sa vie à améliorer la qualité de l'enseignement des enfants et qui s'apparente davantage à une philosophie, avec la nature et la beauté au centre de cet art de vivre. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Charlotte Roman, qui instruit ses enfants en famille à la lumière de cette pédagogie inspirante. Elle est également autrice de son blog Charlotte Rêve et rédactrice et traductrice d'articles pour le site Charlotte Mason France. Bonjour Charlotte. Bonjour Chloé. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous parler un peu de ton parcours de vie? Oui, alors je m'appelle Charlotte Roman, je suis maman de 3 garçons qui sont nés en 2009, 2011 et 2013, donc ils sont déjà bien grands. Ouais. Je suis née à Paris et j'ai grandi en région parisienne jusqu'à mes 16-18 ans. Et puis ensuite, j'ai quitté l'école assez tôt. Enfin, j'ai passé le bac, mais voilà, j'ai commencé à travailler tôt. Et puis, j'ai eu mon premier garçon. Et là, ça a tout chamboulé dans ma vie, comme dans la vie de beaucoup de mamans. Et voilà, les enfants sont devenus ma priorité, comme une révélation un petit peu de ma vocation, en fait. Les observer grandir avec eux. Enfin, voilà, ça a été vraiment le début d'une nouvelle vie, on va dire, pour moi. Ouais. Et depuis, voilà, la manière dont on apprend les uns et les autres, que ce soit les petits ou les grands, voilà, tout ça, ça me fascine. Notre manière d'évoluer dans le monde et de voir les choses, c'est quelque chose que j'observe en fait pour moi depuis que j'ai les enfants. Ça, c'est vraiment ça qui, à partir du moment où j'ai été mère, on va dire, je vis vraiment ma vie comme un laboratoire d'expérience en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour moi, Ok. c'est vraiment voilà, chaque chose que nous faisons, c'est une histoire, c'est une expérience en fait dans ce grand laboratoire. Voilà. Ouais, t'as trouvé du sens là-dedans. Exactement. Et donc, tu pratiques l'instruction en famille. Qu'est-ce qui t'a mené vers ce choix et comment est-ce que tu la vis aujourd'hui? Alors, en fait, au début, je n'avais aucune idée de l'existence de cette manière d'apprendre, d'instruire en tout cas. Voilà, mes enfants, à 3 ans, mon grand est allé à l'école, comme moi, comme son père, comme mes grands-parents, etc. Enfin non, en fait, j'ai appris plus tard, quand j'ai commencé à faire ce choix, j'ai appris plus tard qu'en fait, mon arrière-grand-mère avait élevé et instruit ses 12 enfants. Donc, mais voilà, tu Ah vois, oui, comme c'est quoi rigolo. c'est rigolo parce que voilà, personne nous en avait parlé. En fait, c'est comme quelque chose de caché. C'était un secret apparemment que j'ai découvert quand on a décidé de changer de vie. Donc mon grand est allé à l'école toute la maternelle et puis il a fait le CP aussi.
Euh, Mon second, Lulu, est allé aussi au début de la maternelle. Et puis, à un moment donné, voilà, il y a eu un grand chamboulement dans notre vie à nous, les adultes. Euh, et puis, la santé des enfants aussi. Enfin, voilà, en région parisienne, nous, on est hypersensibles à tout ce qui vole dans l'air, etc. Donc, voilà, il y a eu tout un tas d'éléments dans notre vie qui a fait qu'on a eu des remises en question très fortes. Et Mm. on s'est dit, il faut qu'on change de vie, qu'on aille découvrir ce qui se passe ailleurs et comment on peut vivre autrement. Et du coup, je me suis même pas renseignée sur ce que c'était de vivre autrement. Tout simplement, on s'est dit, il faut partir. Donc, en 2 mois, on avait pris cette décision, on a tout organisé. Et puis, au fur et à mesure de nos préparatifs, on nous a dit, mais ça existe. Ce que vous voulez faire, ça existe. Voilà, voyager de cette façon, ça existe, c'est du woofing. Faire l'école à la maison, bah, ça existe aussi, c'est encadré, etc. C'est l'IEF, etc. Donc, du coup, bah, voilà, ça nous a menés sur ce chemin de cette manière. Mm. Et donc, on a fait un voyage d'1 an et demi comme ça, donc en woofing, en allant de ferme en ferme, à peu près tous les mois. Enfin, voilà, on changeait assez régulièrement. Donc, c'est pour ça que l'école à la maison était vraiment pratique. Et une fois qu'on a commencé à se réinstaller un petit peu en maison, même si c'était pas sur du long terme, mais ça nous a pas donné envie de retourner sur le chemin de l'école. En fait, on était tombés amoureux de ce mode de vie. Mm. Et pour moi, c'était une révélation parce que d'être avec mes enfants tout le temps, de pouvoir apprendre ensemble. Parce que pour moi, l'école à la maison, c'est l'école en famille, c'est l'instruction en famille, l'IEF, ça s'appelle vraiment bien, dans le sens où, voilà, moi, j'apprends, c'est toute la famille qui apprend ensemble. Et ça, Mm. pour moi, je l'ai reçu comme un cadeau et on a décidé tous ensemble de continuer jusqu'à aujourd'hui où on fait l'école à la maison, dans une maison. Mm. Plus Mm. sur les chemins, plus dans des tentes ou Ouais, mais dans la vie, quoi, pas que dans la ouais. maison. Pas que dans la maison, oui, Mm. exactement. Mm. Oui. On parle souvent de l'école à la maison, mais c'est terrible parce que parfois on peut être tenté de s'imaginer que l'école est ramenée en tant que telle entre les quatre murs de la maison, ce qui serait assez tragique en fin de compte. Oui, c'est vrai. En même temps, j'aime bien dire que on est dans une école maison. Alors, c'est vrai que il y a des mamans parfois, surtout avec la mise en place que nous on a, qui est devenue de plus en plus formelle en fait. Hmm. Euh, Oui, des mais vous mamans me faites disaient, mais beaucoup c'est de choses horrible. dehors, je pense. Oui, voilà, mais du coup, par exemple, on a un tableau noir. Alors, du coup, il y avait des mamans qui me disaient, ah, mais c'est Hmm. horrible, je veux pas vivre dans une salle de classe. Et en fait, Hmm. on en reparlera après avec notre pédagogie et tous les mots qu'il y a dans les jolis mots qu'il y a dans cette pédagogie. Et en fait, c'est une ambiance. C'est un, voilà, ça fait Hmm. partie de notre laboratoire, en fait. C'est juste des Hmm. outils, quoi. Et voilà, c'est pas, voilà, Oui, comme tu oui, dis, c'est pas je quatre parlais, murs. je Voilà, c'est parlais ça. pas de l'aspect créé ardoise, hein, mais plutôt de cette idée qu'on ramène vraiment tout le système scolaire euh, dans la maison, quoi. C'est l'école à la maison, ça peut faire penser à ça, mais c'est aussi l'école. Enfin, ça peut évoquer ça, mais en fait, c'est l'école dans la vie aussi, en extérieur. Voilà, c'est Et pour ça oui, que ce terme d'école à la maison, il est pas toujours adapté. Enfin, en tout cas, pas à toutes les formes d'instruction en famille qu'on peut ah oui, rencontrer, quoi. c'est certain, c'est certain. Et Euh, même le mot école pourrait être sujet à, oui. voilà, à discussion, quoi, parce que, voilà, nous, parfois, on a eu des difficultés dans la déconstruction de le début de notre parcours. En fait, c'était à la fois le voyage et la découverte de cette instruction en famille.
Et quand on a commencé à voilà, à se re-sédentariser, à redevenir, un peu plus carré dans le sens où on refaisait un peu plus de formel et cetera, s'asseoir à des tables Mmh. et ben, tout de suite le mot école, est arrivé dans notre langage, en fait et mon aîné, par exemple, lui, tout de suite, ça l'a braqué parce qu'il voulait Mmh. pas entendre ce mot. En fait, il n'était pas en train de lui qui a été à l'école jusqu'au CP, donc il a vraiment vécu, ce qu'était l'école, Mmh. heu, le lieu. Ouais. Il voulait surtout pas reproduire ça, en fait, donc voilà, c'est l'heure de s'instruire, c'est plus voilà, c'est comme ça qu'on commence, la journée ou alors ils descendent, ils commencent leur petit rituel, météo et cetera. C'est vraiment, Ils le je font trouve avec que la plaisir. voilà, mais par contre, l'importance des mots qui sont vraiment liés, voilà, à l'affect, au vécu, je trouve que c'est Mmh. important donc tu as raison de souligner que Mmh. l'école à la maison n'est pas forcément un terme qui correspond vraiment à tous. Mmh. Oui, l'instruction famille est plus adaptée, mais c'est pas toujours connu en fin de compte, dans voilà, quand on parle d'instruction en famille, parfois ça bon, Quesaco quoi. Donc école à la Oui, maison, c'est plus connu quoi, c'est rentré à peu près dans le langage, oui, même s'il y a beaucoup de désinformation et d'ignorance, mais bon, c'est autre chose. oui. Hem On est là pour faire, avancer un petit peu les choses. Non, oui, j'espère en tout cas. La philosophie de l'éducation, donc selon Charlotte Mason, elle est parfaitement résumée par 20 principes. Est-ce que tu peux nous en parler de ces principes-là? Alors, oui, je peux en parler, mais d'en parler de chaque principe serait un peu long. Donc, en fait, elle a, elle avait donc, porté, comme, son projet par ces 20 principes. En fait, elle a dicté comme des, je dirais pas comme des commandements, mais voilà, c'est des termes en fait comme une voie en fait, qui est tracée, voilà, on va dire. Et Mmh. avec des grandes vérités, des vérités universelles, en fait. Je pense que c'est ça qui est assez fort d'ailleurs, parce que je note juste que Charlotte Mason, elle vivait, au 19e siècle, donc c'est quand même une pédagogie, une philo-pédagogie, j'aime bien l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment plus que juste pour, faire l'école, hein, entre guillemets. Mmh. C'est vraiment, voilà, très très global, donc toute notre, un art de vivre, on va dire même, Ouais. pour nous aujourd'hui. Enfin, c'est ça qui est précieux pour nous aujourd'hui. Et donc ces 20 principes, en fait, voilà, ils commencent je te donne un exemple pour voilà, pour essayer de comprendre un petit peu. Le premier, c'est: «Les enfants sont des personnes dès la naissance». Mmh. Alors ça peut paraître c'est des principes qui demandent en fait à être, un peu comme tous ces écrits d'ailleurs, qui demandent à être, lus et compris, lus plusieurs fois et compris vraiment avec le cœur. Je trouve que c'est vraiment, tu vois? Évidemment que les enfants quand ils aujourd'hui, on dirait: «Mais oui, évidemment, hein, qu'est-ce que c'est que cette petite phrase?» Bien sûr, c'est une vérité, tout le monde le sait. Mais en fait, c'est vraiment apprendre, heu, à vraiment à comprendre avec le cœur. C'est comme ça que je le ressens. C'est si on part du principe que les enfants, sont des personnes comme nous les adultes, en fait, heu, on les traite pas de la même manière que si on les traite comme, à l'époque, juste un tube digestif, ou un vase à remplir d'informations. Et du coup, ça sous-entend, tout un comportement de l'adulte vis-à-vis de Mmh. l'enfant. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose, moi personnellement, qui a pu me brusquer, voire me traumatiser un petit peu, moi en tant qu'enfant, quand j'étais dans le monde des adultes. Et voilà, c'est une des missions, que je me suis donnée en faisant des enfants, d'avoir un comportement, dont je n'aurais jamais honte. Et voilà, un comportement qui soit respectueux de ces petites personnes-là. Mmh.
C'est Ce pas qui est si pas forcément, évident, hein. voilà, ce qui est pas forcément évident quand, oui, quand Non, on c'est pas évident. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez nouveau de considérer l'enfant comme une personne. Comme tu dis, il y a encore très peu de temps. Et puis, voilà, certains continuent de penser qu'effectivement, c'est des personnes seulement en devenir, en fait, oui, donc à traiter différemment finalement de l'adulte. Et ce qui est important, je trouve, dans ce principe-là, c'est que on doit considérer que euh, c'est exactement ça, ce n'est pas un vase à remplir, comme le disait une autre pédagogue, Montessori, mais c'est plutôt à faire grandir, vraiment comme une fleur qu'on arrose. En fait, c'est un terreau qu'on lui apporte pour qu'il puisse se développer de la meilleure des façons, mais dans la graine, en fait, il y a déjà tout, quoi. C'est ça que je mmh, trouve chouette oui, dans ce principe-là, personnellement, mais c'est ça et puis voilà, ça continue. Par exemple, le deuxième, c'est: «Ils ne naissent ni bons ni mauvais, mais avec le pouvoir de faire le bien et le mal». Donc Mm. voilà, c'est en fait, tout de suite quand on commence à lire Charlotte Mason, on se rend compte qu'il y a donc ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup séduite, en dehors des outils pédagogiques, voilà, vraiment concrets. C'est cette franchise et cette manière d'assumer, ses dires. Parce que voilà, elle était profondément avant-gardiste et elle assumait le fait que ses idées soient justes, en fait. Mm. Et du coup, alors parfois ça peut brusquer. Bon, il y a certains moments, on en rigole, nous, quand on est avec, l'équipe de maman avec qui je travaille pour, justement traduire, ces mots. Mais, voilà, il y a des fois, c'est un peu brut de coffrage, mais voilà, et c'est assumé, c'est franc et voilà, l'importance des mots est puissante, quoi. Donc, Mm. il y a pas de méchants enfants, il y a pas d'enfants bons ou mauvais, voilà, c'est juste que, ben, ce terreau-là, comme tu dis, comment on le nourrit, comment on l'alimente, Mm. ça c'est ce qui fera l'homme et elle nous parle d'ailleurs souvent de l'homme, en fait, qui est derrière tout toutes ces expériences de vie, quoi, tout ce qu'on est en train de vivre avec eux. Mm. On le vit pour qu'ils deviennent des adultes Ouais. et ça, Mm. c'est un grand rôle qu'on s'est donné. Ouais, c'est ça, le plus grand rôle qu'il nous soit donné à nous, parents. C'est ça. À nous, parents ou éducateurs, en fait. Oui. Parce que, ça, c'est encore une chose aussi qui est assez bluffante. C'est que Charlotte Mason, elle avait donné sa vie comme ça pour les enfants, mais elle n'a pas eu d'enfants et elle instruisait d'abord, des gouvernantes qui, elles, ensuite allaient s'occuper d'autres enfants. Puis ensuite, voilà, c'est devenu une pédagogie, en fait, faite pour l'école à la maison, justement, donc c'est assez original, je trouve. Mm. Et oui, et du coup, voilà, elle a peut-être aussi, cette façon d'être un petit peu autoritaire dans le rôle de l'adulte, mais en fait, je pense que tout adulte qui s'occupe d'enfants se donne une mission, vraiment d'importance et de délicatesse. Et donc, voilà, je trouve que de faire bien attention à ce qu'on fait quand on éduque des enfants, c'est important. Donc voilà, le fait d'adhérer à des principes de vie, pour moi, c'est important. C'est des valeurs, en fait, des valeurs qui guident mon chemin, à moi, en tant que mère, et puis, qui participent à cet équilibre, que je veux pour moi et puis que je veux pour, mon foyer aujourd'hui. Ensuite, voilà, si c'est des petites graines qui fleurissent plus tard, je ne sais pas ce que ça deviendra pour, Mm. pour mes fils plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est des principes qui nous guident et du coup, sans aller vraiment dans le détail, de tous les principes, il y en a quand même un dont découlent, plusieurs principes. C'est comme une devise, en fait, Mm.
qu'elle nous donne et que d'ailleurs j'ai affiché chez moi parce que je trouve que c'est une jolie devise. Euh, c'est l'éducation est une atmosphère, une discipline et une vie. Donc c'est encore une vérité, je trouve, qui traverse le temps et qui, en fait, met un joli cadre à notre manière de nous instruire en famille. Parce que voilà, c'est une atmosphère, ça veut dire, c'est l'atmosphère, en fait, de notre environnement de vie, une discipline dans toutes les habitudes qu'on met en place, en fait, qui nous permettent de vivre notre instruction. Et puis la vie, bah voilà, parce on parle beaucoup d'idées vivantes dans cette pédagogie. Et donc, voilà, même les livres sont vivants. Hmm. En fait, voilà. Ouais, Donc, justement, en parlant de ça, Charlotte Mason fait vraiment la part belle à la beauté, à l'art, à la nature, et elle propose de travailler justement à partir de ces living books, ces livres vivants qui sont écrits par des personnes passionnées plutôt qu'avec des manuels scolaires ou des livres qu'elle dit abrutissants, qui selon elle insultent vraiment l'intelligence des enfants. Est-ce que tu peux nous en parler justement de ces livres vivants? alors, oui, tu l'as bien défini. En fait, euh, l'important dans cette pédagogie, ce qui fait qu'elle est vivante, en fait, c'est que c'est une transmission d'idées. Dans chaque leçon qu'on va mettre en place, euh, le but, c'est de transmettre des idées. Donc, ce qui est très différent des savoirs ou juste de se remplir de connaissances. Et donc, quand on va prendre un manuel classique dans n'importe quelle école, il y a énormément de connaissances, mais c'est pas forcément des idées qui pénètrent l'esprit. Et alors que quand on va prendre un bon livre je sais pas, un explorateur qui raconte son voyage, par exemple, on est vraiment dans la transmission des idées d'un esprit, celui qui a écrit, à un autre, celui qui est en train de lire. Et du coup, voilà, c'est vraiment je pense, l'idée de base, c'est vraiment la transmission des idées d'un esprit à un autre. Mm. Et je trouve la grande originalité de cette pédagogie-là, c'est que c'est pas l'instructeur, celui qui est, donc l'adulte en plus, qui est en position de tout savoir et de transmettre les connaissances aux enfants. C'est vraiment tous les passionnés, tous les intéressés des sujets qu'on aborde, qui transmettent leurs idées directement à notre esprit, à nous, donc par Mm. ces livres vivants. Et ça, c'est très, très différent parce que comme, comme on peut bien le comprendre du coup dans le premier principe où on dit que les enfants sont des personnes dès la naissance, il y a une notion de niveau, tu vois, euh, c'est-à-dire que l'adulte n'est pas supérieur à l'enfant. Moi, quand je découvre un sujet avec mes enfants et qu'on lit à haute voix un récit, je le découvre avec la même fraîcheur qu'eux, en fait. Donc, Mm. je suis pas celle qui a préparé. Alors oui, on fait des grands travaux de préparation, surtout de recherche de ce qu'on estime être le meilleur pour notre festin. C'est comme ça qu'en fait la pédagogie est amenée. En fait, notre Mm. instruction est un grand festin, Mm. euh, une grande table sur laquelle on vient piocher euh, ses idées. Et donc, le rôle des enfants est d'être présent à table, n'est-ce pas? Mm. Et Ils ont envie d'y voilà, être. il faut déjà avoir envie de venir s'installer à table.
Et pour ça, Mais il faut là, que ce soit appétissant. Et donc, d'où mais l'intérêt voilà, des livres vivants, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui suscite l'attention. C'est souvent, on le dit, quand on est passionné par quelque chose, quelqu'un qui est vraiment passionné par quelque chose, il peut arriver à infiltrer finalement l'autre de sa passion, quoi. Hein. C'est quelque chose qui passe exactement. beaucoup mieux, alors que quand c'est vide comme ça de De justement, sens. ouais, c'est ça, c'est Voilà. difficilement digérable. Exactement. Et du coup, voilà, du coup, bah, voilà, il y a un grand travail de la part de l'adulte, mais c'est pas forcément le même travail que euh, qu'on attendrait d'un instituteur ou Mmh. voilà, on travaille ensemble et on grandit ensemble. Donc ça, c'est vraiment formidable, je trouve. Mmh. Donc, d'où l'importance d'avoir mis en place cette atmosphère d'apprentissage, donc une atmosphère qui est propice aux apprentissages, ce qui veut pas juste dire, donc, comme je le disais tout à l'heure, créer une salle de classe dans sa maison. Au Mmh. contraire, il y a une énorme part à donner à la nature Mmh. dans cette pédagogie. Donc, vraiment, on utilise énormément notre environnement pour apprendre dès le plus jeune âge. Heu, Parce qu'on apprend, tous les jours. Même moi, j'apprends tous les jours en Mmh. passant beaucoup de temps dehors et en observant tout ce qui se passe. Et puis ensuite, bah, dans les livres, ça résonne avec, ce qu'on observe, voilà, Mmh. c'est c'est vraiment, les outils de notre grand laboratoire, on va dire. Pour rebondir sur ce que tu disais sur la nature, il y a ce fameux cahier d'observation de la nature qui permet vraiment d'affiner finalement son regard sur ce qui se passe autour, en fait, puisque on est invité vraiment à dessiner, à décrire, voilà, comme si on portait vraiment, c'est presque méditatif en fait sur la nature, en regard pleinement observateur. C'est ça. En fait, c'est c'est une démarche scientifique, que moi j'ai vraiment toujours cette image de notre expérience, quand on est vraiment en train de vivre des expériences. Donc, la première démarche scientifique, c'est d'observer. Et donc du coup, il y a 2 choses très importantes, donc avec Charlotte Mason pour apprendre et pour mémoriser. Donc il y a cette observation et être présent, être attentif. Et puis ensuite, pour pouvoir digérer, il y a ce qu'elle appelle la narration. Et donc ce petit carnet dont tu parles, ce petit carnet de la nature, c'est une manière de narrer, de raconter ce qu'on a vu dehors. Donc on peut narrer de plusieurs manières, on peut juste parler quand on est tout petit, raconter, et puis ensuite on peut commencer à dessiner, et puis ensuite on peut écrire. Et on va faire ça comme ça avec tous les sujets. Donc on fera aussi ça avec les livres qu'on va lire, avec les tableaux qu'on va regarder, les musiques qu'on va écouter, et cetera. Et ça, c'est la manière d'apprendre, donc heu, en étant acteur. Donc ça alimente cette envie de continuer, cette envie de revenir Mm. s'installer, à table, heu, ce qui est pas forcément une table, hein, ça c'est l'image du festin n'est pas forcément sur une table en bois, ça peut être aussi allongé dans l'herbe. Mm. Et du coup, voilà, en fait ce carnet de la nature, en tout cas cette observation de la nature, mais vraiment attentive, tu vois? C'est une observation en conscience, où on est vraiment, pas juste, en train de faire la sieste sous un arbre, et quelque chose qui est régulier, donc où on peut comparer d'une année sur l'autre, et cetera. Donc c'est vrai que je trouve que ça a énormément de sens dans notre monde d'aujourd'hui, où, ben, on le voit bien, les saisons sont toutes chamboulées, il y a énormément de problèmes écologiques. Donc ça, c'est Mm. une belle manière de se relier à notre environnement, mais c'est aussi la toute première démarche scientifique. Et ensuite, on a en fait, une mécanique qui s'installe pour les apprentissages, pour les plus grands ensuite. Mm. Voilà. Observer, raconter
et donc mémoriser. Tu me parlais tout à l'heure de discipline dans la devise de Charlotte Mason. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet aspect-là? Oui, justement, en fait, quand on parle de discipline, on parle de la discipline des habitudes qu'on met en place. Et donc ça, c'est vraiment un des premiers travails, on va dire, avant de commencer à réfléchir à des leçons, à qu'est-ce qu'on va mettre sur notre festin, quels sont les sujets qu'on va aborder, en fait. Avant de commencer à penser à tout ça, euh, on met en place des habitudes qui vont nous permettre d'acquérir une autonomie. Donc, nous, en tant qu'adultes, si on n'a pas d'habitudes comme ça bien ancrées, et puis ensuite les enfants, petit à petit, pour qu'ils puissent voilà, acquérir une autonomie dans le travail, mais dans leur vie aussi, tout simplement. Que ça touche à tous les sujets du quotidien, du petit matin jusqu'au soir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est abordé vraiment très clairement. Charlotte Mason, elle explique vraiment comment ça fonctionne, comment on met en place des habitudes de vie, donc les unes après les autres, évidemment pas d'un bloc. C'est pas comme si on changeait. Voilà, tiens, on va prendre cette pédagogie, c'est tout prêt, c'est un beau packaging, hop, 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 on va mettre ça en place. Non, ça fonctionne vraiment au rythme de chacun. Mm. Donc, une habitude à la fois pour vraiment l'ancrer jusqu'à ce que ça, donc, un peu comme le sport, on va s'exercer, puis jusqu'à ce que ça devienne mécanique et que ça devienne naturel pour nous et qu'ensuite on peut passer à une nouvelle habitude. Et tu penses Voilà. à quoi, par exemple, si tu peux illustrer, par exemple, Alors, comment ça se passe chez toi? ça peut toucher tous les sujets. Alors, évidemment, on peut, pour nous les mamans, on peut parler du sport, par exemple. C'est vrai que une maman à la maison, Euh, moi, je me suis souvent posé la question, mais à quel moment je vais transpirer, en fait, à quel moment je vais évacuer mes toxines, à quel Hmm. moment voilà, je vais utiliser mon corps, parce que c'est vrai que quand on s'occupe des enfants, ça peut être sportif, mais pas forcément dans le bon sens. Donc voilà, ça peut être, moi personnellement, j'ai une grande discipline pour moi. C'est comme ça que j'arrive à vraiment être équilibrée dans ma gestion de tout ce que j'ai à faire, parce que je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses. Et, et donc, du coup, voilà, je me lève très tôt. Mon mari, il est poissonnier, donc le réveil sonne de toute manière. Et voilà, je me mets ma propre discipline avec mes propres habitudes du petit matin quand je suis toute seule. Donc, je travaille, je fais du yoga et tout ça. Et puis, pour les enfants, c'est la même chose. C'est au fil du temps. Donc, évidemment, il y a des habitudes je ne sais pas comment ça se passe, mais ça se délite. Donc, je pense au ménage, par exemple. Donc, c'est des habitudes qu'on va remettre en place. Je pense qu'il y a dans beaucoup de foyers, ça existe. Donc, les garçons qui oublient que le linge se plie, par exemple, ou je ne sais Hmm. pas. Hmm. Et donc, voilà, ça peut être des petites choses anodines comme ça, mais ça peut aussi être, enfin, anodines, je veux dire, des choses assez faciles à remettre en place. Mais par la répétition, jusqu'à ce que ça soit bien ancré. Et puis, ça peut être des choses qui sont plus complexes. Par exemple, je pense au langage. En grandissant, voilà, les garçons vont ramener un langage qui est pas forcément, voilà, très bienveillant Châtié. et voilà. Donc, on va remettre en place une bienveillance de rigueur hein, pour Hmm. que le foyer soit toujours bien heureux. Et Que puis, l'atmosphère soit favorable. Un c'est retour ça, sur l'atmosphère. exactement. Et puis, il y a ces fameuses habitudes qui sont vraiment liées au temps d'instruction, au temps scolaire, on va dire. Alors, moi, je l'appelle pas temps scolaire, mais je l'appelle le temps formel. Chez nous, c'est le matin. Et ça, je pense que c'est une des choses, alors chez nous en tout cas, une des choses les plus difficiles, euh, parce que quand on est à la maison, on n'a pas ce phénomène de groupe euh,
qui fait que bah, tout le monde va au même endroit en même temps. On n'a pas de sonnerie, on n'a pas de voilà, on n'a pas tout ça, tout ce qu'il y a dans l'école ou dans les dans certains métiers aussi, où voilà, on nous dit dring dring dring, ça y est, il est 8 heures, tout le monde y va, voilà. Nous, on a vraiment une obligation d'autodiscipline. Hmm. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas mon rôle de sonner une alarme en disant allez, allez, vous venez, ou de quémander quoi que ce soit. C'est ce qui s'est passé au début quand on était en apprentissage, on va dire, de notre création, parce que l'instruction en famille, c'est une création pour chaque famille, je dirais. Hmm. Et, et très vite, je me suis dit, voilà, ça, c'est pas du tout le rôle que je veux jouer. Et puis, bah, mes enfants, ils avaient surtout pas envie que je joue ce rôle-là. Mais voilà, c'est une problématique, je trouve, qui est assez répandue. C'est comment on fait pour donner envie aux enfants de venir apprendre. Parce qu'on dit voilà, que c'est naturel d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de découvrir, certes, mais ça dépend quoi déjà, ça dépend comment, et puis Pense à la grammaire, par exemple, ou ce genre de choses qui peuvent, voilà, ça peut pas forcément être le sujet favori des enfants, quoi. oui, les mathématiques, par exemple, ils vont être amoureux des mathématiques pendant 3-4 ans, et puis d'un coup, ça va devenir un peu plus fastidieux, un peu plus complexe, et puis bah, du coup, ils aiment plus ça, donc ils ont plus envie d'y venir, mais en même temps, bah, si on se force pas un peu, on peut pas découvrir ce que ça nous donne ensuite, parce que voilà, par expérience, je vois que on peut retomber amoureux des mathématiques et de toute la mécanique que ça crée dans notre cerveau et tout. Voilà, ça. Et puis aussi cette discipline, en fait, tant que on ne l'essaye pas, on va dire, tant qu'on ne met pas en place ces habitudes et qu'on reste toujours dans le côté désagréable, on va dire, de refus, de dire, bah voilà, j'ai pas envie. Euh, on ne peut pas savoir ce que ça nous offre une fois que c'est devenu une mécanique naturelle. Donc vraiment, l'effort du travail, c'est quelque chose qui peut paraître très négatif pour certains. Nous, au début, quand on était dans notre déconstruction de ce qu'était l'école et puis de ce qu'on voulait créer chez nous, bah, tout ce qui était laborieux, tout ce qui était de l'ordre du travail, ça pouvait être vraiment l'objet de refus quoi pour mon grand le plus souvent. Et puis en fait, ben, on se rend compte qu'avec la mise en place de ces bonnes habitudes, ben, l'effort devient une satisfaction. On rentre dans des cercles vertueux et voilà, on gère notre temps. Charlotte Mason, elle nous parle de récompense naturelle. Donc voilà, quand on a fait des devoirs, que ce soit dans l'instruction formelle ou, je sais pas moi, mettre la table, débarrasser la table dans la gestion du quotidien, on va dire. Ben ensuite, on a des récompenses naturelles voilà, on a gagné un temps de loisir, on a gagné le fait d'aller s'ébrouer dehors parce qu'on a bien fait chauffer nos cerveaux et que bah, on est bien, on profite encore plus d'aller jouer dans le jardin ou tu vois ce genre de choses. Satisfaction du devoir accompli. La satisfaction du devoir accompli, exactement. L'éducation, selon Charlotte Mason, elle est fortement teintée par la foi chrétienne. Elle préconise d'ailleurs la lecture de la Bible au quotidien. Et c'est une des premières à avoir perçu le potentiel éducatif du scoutisme pour les enfants. Comment est-ce que toi, tu t'es approprié cet aspect-là de cette pédagogie? Alors moi, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que c'est vrai que il y a, voilà, de prime abord, il y a des idées reçues comme quoi, bah, voilà, il faudrait être riche, chrétien, vivant à la campagne pour pouvoir adhérer à cette pédagogie, alors que c'est pas du tout le cas. Bon, nous, maintenant, on vit à la campagne, mais il se trouve que nous, en tout cas, moi,
fais pas partie d'aucune religion, donc on n'est pas chrétien chez nous. Donc j'ai dû adapter, on va dire. En tout cas, ça n'a pas été quelque chose qui m'a empêché de comprendre en fait cette pédagogie. Ça, c'est là où je trouve que la magie de l'humain opère dans toute sa capacité à être tolérant, vraiment à pouvoir comprendre avec le cœur en fait les mots qui sont dits. Donc euh, quelle que soit notre foi ou notre spiritualité, on peut vraiment comprendre ce qui est dit. Et c'est vrai qu'elle nous parle beaucoup des valeurs morales, de, de la, de l'aspect spirituel, en fait, de la pédagogie, de l'éducation et de comment on apprend ensemble. Et moi, je le comprends sans avoir besoin d'adhérer à des dogmes, en fait. Alors, en ce qui concerne l'étude de la Bible, du coup, moi, j'ai un peu reproduit ce que j'ai appris moi quand j'étais enfant. C'est-à-dire que j'ai été élevée par trois adultes appartenant à trois fois différentes. Donc, enfin, voilà, on m'a fait lire l'histoire des religions, on m'a fait lire des livres, on m'a raconté, voilà, on m'a emmené à la synagogue, à l'église, on m'a beaucoup parlé pour que je me crée ma propre idée du sujet. Et donc, voilà, je me suis dit que c'était quelque chose qui m'avait beaucoup apporté pour créer ma propre spiritualité à moi. Et voilà, j'essaye de faire ça aussi avec mes enfants. Donc après, il y a un aspect dans la lecture de la Bible chez Charlotte Mason qui est très lié à la poésie. Donc, par exemple, les leçons de récitation, euh, tout ça, c'est des sujets qui sont abordés via la Bible. Donc nous, on a notre version laïque, hein, tout simplement, avec les merveilleux poèmes du monde francophone et autres. Mm. Donc les récitations, on les fait autrement, on apprend à bien parler, à bien réciter, à bien lire, avec d'autres outils. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour terminer, qui pourrait résumer ce que t'apporte cette pédagogie-là dans ta vie? Alors, sans me répéter, j'ai pas beaucoup parlé en fait des outils concrets. Et ça, dans ma vie de maman qui instruit, ça a été d'une grande aide parce qu'il y a des outils qui sont vraiment concrets comme tu parlais du carnet de la nature, par exemple, mais il y a aussi des outils pour l'histoire, voilà, des manières d'aborder les arts, etc. Donc ça m'a beaucoup soulagée parce que c'est des outils qui sont vraiment très simples, qui ne demandent pas grand-chose de mise en place. Donc, dans ma vie de maman qui fait l'école à la maison, ça m'a beaucoup aidé parce que au début, on peut vite tomber dans le gadget, dans la perte de temps. Enfin, on peut vite s'épuiser en fait à essayer de trouver des tas de choses rigolotes ou ludiques ou je ne sais quoi pour faire apprendre des choses aux enfants. Donc ça vraiment, c'est très important pour moi de Tu as un retrouver exemple? une simplicité. J'ai un exemple. En fait, je dirais que quasiment tout est dans la simplicité. Par exemple, les livres. Voilà, on trouve des livres, des livres d'occasion ou des livres qu'on achète. Ça nous apporte énormément et ça nous offre énormément de temps, de plaisir. Voilà, c'est des grandes séances de lecture, de discussion. Alors qu'avant, par exemple, pour aborder, je ne sais pas, la Première Guerre mondiale, par exemple, au lieu de choisir deux ou trois récits avec deux ou trois points de vue différents, donc je vais choisir un récit vu par un Français, un récit vu par un enfant, un récit vu par un Allemand ou quelque chose comme ça. Ça va nous occuper longtemps et ça va nous transmettre plein d'idées et ça va être formidable. Et moi, ça m'aura pas coûté beaucoup de temps de préparation, ça m'aura pas épuisé. Alors qu'avant, j'aurais été sur je ne sais pas combien de sites, j'aurais imprimé je ne sais pas combien de cours de dessin, de coloriage, de découpage. Je ne sais, enfin voilà, c'était
une manière un peu gadget. J'avais une plastifieuse, je plastifiais des tas de choses, etc. Et je Hmm. m'épuisais. Et au final, mes enfants passaient très peu de temps sur ce sujet-là. C'est l'écueil dans lequel on peut tomber au début, en fait, quand on fait ce choix d'instruction en famille. C'est vrai, de vouloir plein de matériel, de plein de ressources, et finalement on se perd avec cette foultitude de Oui, ressources inépuisables qui peut y avoir un peu de partout sur les réseaux, sur voilà. Internet, et effectivement des livres. Tu as un exemple, par exemple, de livre qui t'a inspiré pour illustrer quelque chose? Bah, par exemple, nous, en sciences, il y a un livre qui nous a porté pendant des mois en sciences naturelles. C'est La science de l'oncle Paul de Jean-Henri Fabre. On l'a découvert, cet homme, parce qu'il y a Micropolis à côté en Aveyron, là, pas très loin de la Lozère, là où on habite. Et c'était un grand passionné du petit monde minuscule. Et il avait tellement de choses à nous raconter, et il racontait aux enfants. Il a fait énormément d'écrits pour les adultes, mais aussi pour les enfants, qui sont très, très accessibles et encore très justes. Bon, à part sur les champignons, il savait pas grand-chose. Voilà, on a été beaucoup plus loin aujourd'hui. Mais voilà, c'est des livres, c'est des lectures qui nous ont pas demandé grand-chose, à part passer énormément de temps dehors pour que ces lectures résonnent et qu'elles soient pas abstraites. Voilà, tout Mm. simplement. Mais et pour qu'on puisse vivre ce que lui nous détaille, quoi, par exemple. Voilà. Mm. Et donc voilà, cette simplicité, cette sobriété, on va dire, ce retour à quelque chose de plus simple et authentique, ça a été vraiment important dans ma vie de maman à la maison. Et la deuxième chose, mais vraiment encore là pour le coup, je remercie, je remercie Charlotte Mason et puis les mamans de toutes, parce qu'il y a beaucoup de mamans c'est plus des mamans qui partagent comme ça toute cette communauté de discussion et de partage autour de nos Mm. façons de faire. C'est la mother culture. Alors, elle appelle ça la mother culture. Elle avait carrément créé des cours d'éducation des mères avec des petits examens de fin de trimestre pour en fait voilà que la mère puisse retrouver du temps pour elle et puis qu'elle recommence à s'instruire. En fait, c'est pas parce qu'on est maman et qu'on a énormément de choses à faire et qu'on se dévoue à nos enfants. Voilà, moi je je reste convaincue que c'est une vocation pour moi de grandir avec eux et de les élever, de leur permettre de les aider à s'élever, mais pas au détriment de ma propre culture à moi, de mon temps précieux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est génial parce que ça m'a réappris à prendre du temps pour moi, ça m'a réappris à trouver des livres intéressants pour moi, à prendre du temps pour lire, pour apprendre à faire de nouvelles choses. Et voilà, ça, c'est très précieux pour que ça soit durable. Je te remercie beaucoup pour ce partage et pour tes éclaircissements sur cette pédagogie qui est inspirante. Après, comme dans tout, on peut aussi faire le choix de ne prendre, comme tu le fais avec toute la partie religieuse, de ne prendre que ce qui résonne euh, aussi pour nous. Exactement. Je trouve ça très, très intéressant et finalement, c'est très moderne comme pédagogie, même si elle a Oui, quelques années. Mm. c'est ça. Il y a quelques aspects où on sent le poids le poids de l'époque, on va dire. Oui, Mais je pense que pour conclure et rebondir sur ce que tu viens de dire, de ce qu'on peut prendre et laisser, parce que bien sûr, c'est ça qui est formidable. On peut choisir de prendre que ce qui nous convient. C'est que, voilà, je trouve que l'intelligence du cœur, c'est d'être capable
de cerner le juste dans ce qu'on lit et dans ce qu'on nous propose. Et Mm. voilà, une pédagogie comme ça, très holistique, ou qui englobe vraiment toute la vie, en fait, tout le quotidien. Euh, c'est c'est une pédagogie, enfin une philosophie, en fait, une manière de vivre où on peut vraiment adapter à chacun et à chacune. Euh, que ce soit à nos enfants, à nos différents enfants au sein d'un même foyer, d'une même atmosphère. On peut proposer un festin un petit peu personnel. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte, et Merci à toi. au plaisir de pouvoir échanger à nouveau avec toi. Et ben, je te remercie beaucoup pour cette, euh, cette fenêtre sur ce que nous vivons. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À cœur joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.